Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Réunir tous les métiers de la communication et y associer le conseil en stratégie pour édifier des marques à la fois globales, cohérentes et spécifiques. C'est l'ambition de Laurent Habib, qui a quitté Havas pour créer Babel, soit une nouvelle offre issue de la réunion des 3 ex-agences Ligaris, Plan Créatif et Ministère. Avec 180 collaborateurs, Babel s'annonce 60% digital et vise les 18 millions d'euros de marge brute sur sa première année d'exercice. Nous recevons donc Laurent Habib, fondateur de Babel. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un lien à établir entre la communication transformative, la force de l'immatériel, donc 2 derniers bouquins que vous avez sortis à un an d'intervalle. Est-ce qu'il y a un lien entre ces publications et l'arrivée de Babel? Il est direct. Babel va être vraisemblablement une traduction opérationnelle à la fois de la vision méthodologique de la communication transformative, qui était une réflexion sur le rôle de la communication et la nécessité de faire remonter en amont la communication dans les transformations et de faire jouer un rôle stratégique à la communication, d'essayer d'avoir une vision un petit peu plus programmatique du rôle de la communication dans l'accompagnement de ces transformations. Et puis, un autre aspect qui m'avait beaucoup intéressé dans la force de l'immatériel, c'était la question de la valeur de la marque, du fait que, au fond, nous étions détenteurs d'un rôle de protecteur, de défenseur d'une valeur patrimoniale qui est celle d'un des actifs immatériels les plus importants de l'entreprise. Et toute la partie du conseil en stratégie va nous permettre de gérer cet actif immatériel, de réfléchir à la façon dont on peut augmenter la valeur en rationalisant les structures de marque, en optimisant l'expression commerciale sans qu'elle ne remette en cause les éléments patrimoniaux de l'entreprise. Donc, au fond, la force de l'immatériel, c'était l'envie de devenir un partenaire stratégique pour l'entreprise pour gérer ses actifs immatériels et en particulier la marque. Eh bien, c'est ce que fera Babel. Alors, et pourquoi est-ce que ce projet-là, il n'était pas jouable dans le cadre d'Havas? Et est-ce que quand vous quittez Havas, est-ce que vous aviez Babel en tête? Et pourquoi est-ce que ce n'était pas jouable avec Havas? Alors, quand je quitte Havas, j'ai Babel en tête parce que je suis déjà en train de réfléchir au montage de ce projet et je quitte Havas parce que je considère qu'à un moment donné, je ne suis pas suffisamment adapté à la gestion des complexités du groupe et que j'ai l'impression que je ne peux pas faire bien mon travail de directeur général d'Havas en France. Et donc, ayant le sentiment que je ne peux pas bien faire ce métier-là, je ne peux pas avancer suffisamment de projets, je ne peux pas mettre accoucher et mettre en ligne des projets suffisamment nombreux, j'ai le sentiment que je ne peux pas faire ça un nombre d'années trop grand et que, au fond, si je dois m'écouter profondément, j'ai plutôt envie d'être un entrepreneur. Donc, je prends la décision au tout début d'année et je monte à toute vitesse ce projet de rapprochement. Je connaissais très bien les associés des différentes entreprises. Je suis allé les voir, sont tous des amis, je leur ai proposé le projet. Le projet, évidemment, les a emballés parce que faire une agence de cette taille dans le marché français aujourd'hui, c'est unique. Ça n'a pas été fait depuis des années et ils ont tous eu envie de jouer le jeu. Et j'ai donné ma démission alors que rien n'était signé et j'ai annoncé Babel alors que je n'avais pas terminé de boucler les financements. Donc je suis allé à un rythme très grand, mais j'espère que aussi on a donné le sentiment d'avoir une envie, et cette envie elle est véritable, c'est une envie d'être une agence à la fois différente, très moderne, parce que complètement conçue pour le 21e siècle et les nouvelles pratiques de la communication, et aussi très adaptée aux annonceurs. Je faisais une réunion ce matin avec beaucoup d'annonceurs qui avaient eu la gentillesse de venir nous voir. Je crois que les annonceurs ressentent une usure par rapport à cette alternative un peu bizarre qui est des groupes qui finissent par être tellement lourds et compliqués que ça finit par être pesant dans la gestion de la relation, et puis des agences un peu trop courtes qui n'arrivent pas à prolonger stratégiquement ou de façon opérationnelle les idées créatives qu'elles peuvent avoir. Et entre ces deux mondes, les annonceurs ils sont souvent pas accompagnés, et aujourd'hui je me permets de leur proposer quelque chose qui à mon avis est plus adapté à leurs besoins. Alors justement, on a donc la réunion de Ligaris, Plan Créatif et Ministère au sein de Babel.
Comment vous les avez identifiés, en fait, tous ces trois-là? Alors d'abord, juste un petit mot sur la réunion. C'est une vraie réunion, c'est-à-dire que c'est une fusion et que demain, il n'y a qu'un PNL, il n'y a qu'un patron, il n'y a qu'une organisation, il n'y a pas de comptabilité analytique pour commencer à faire que les gens s'opposent les uns aux autres au sein de la structure. C'est une agence qui est totalement intégrée. On a même imaginé de dire qu'elle était intégrale. Et la petite nuance, elle est vraiment dans cette idée que c'est une agence qui couvre tous les champs depuis la communication stratégique jusqu'à la communication commerciale et au e-commerce, depuis les enjeux dits de type corporate jusqu'aux enjeux commerciaux, en ayant vraiment toutes les disciplines de communication et, si possible, à un niveau de maturité très fort, avec des seniors à la tête de chacun des métiers essentiels de la communication. Alors, cette organisation intégrée, elle a évidemment été fondée sur la base de la complémentarité de ces acteurs de départ. Ministère, c'est une grande agence, mais toute jeune. C'est une agence qui est incroyablement performante, qui est une vraie agence web. C'est une agence qui a une culture CRM, digital, data, analytics, qui est très tournée vers le consumer, le consommateur, le e-commerce. Plan Créatif, c'est une agence qui est très connue aujourd'hui pour son travail dans le domaine du design, mais aussi avec un métier particulier qui est l'innovation appuyée sur la user intelligence. L'innovation, c'est la capacité de réfléchir à l'évolution des produits et des services basés sur les usages des gens. Alors, on est à un moment où tous les usages changent tellement qu'il faut repenser complètement les produits et les services. Ça vous rappelle peut-être la com transformative. C'est-à-dire qu'au fond, une des promesses de Plan Créatif, c'est d'être capable d'accompagner les entreprises dans les mutations de leur business model en se basant sur les usages. Et puis enfin, Ligaris, qui est l'agence la plus importante en taille et qui est une agence globale, complète, avec tous les métiers, une structure très forte qui a été managée pendant des années par Pierre Siquet, qui est un ami personnel et qui constitue un petit peu l'ossature de l'agence. Mais j'ajoute à ça, alors ces agences sont parfaitement complémentaires, d'ailleurs c'est un miracle. Et les managers s'inscrivent dans le projet Babel? Alors certains managers préparent leur retraite, d'autres commencent leur retraite, et puis les managers essentiels qui restent sont ceux de ministère. Les 3 associés de ministère restent dans la structure, ils ont apporté leur part. Et puis Fabienne Camas, qui était la directrice générale de Plan Créatif, reste avec nous et va devenir l'une des principales associées fondatrices. Et Pierre Siquet va continuer de remplir des missions auprès de moi pendant encore une année. Et c'est Clément Rousseau et Patrick Lemahé qui vont terminer leur carrière assez rapidement quand on aura fini l'opération de rapprochement. Et on fait venir des gens, et on fait venir des talents, notamment parce que je voulais avoir les meilleurs talents en influence, donc je vais annoncer un recrutement dans les semaines qui viennent. On a fait venir aussi un directeur de création qui est un type étonnant, Paul Waters, qui est un ancien banquier, plus de 12 ou 13 lions à Cannes, belge, parlant 5 langues, et qui m'a fait un projet de création publicitaire tellement original, qui était tellement dans l'esprit de ce que je veux réussir à faire, que on a décidé de la faire ensemble, et je l'ai associé au projet. Ça fait des années que le secteur de la com pleure sur le fait que les éléments les plus brillants des écoles de commerce vont vers le conseil stratégique et les cabinets de consultants et viennent pas vers la com. Vous avez l'ambition d'essayer de les faire venir. Comment? Enfin, sur quels arguments et avec quel poids? Alors, j'ai 2 associés qui sont un peu plus jeunes que les autres et qui viennent d'HEC. L'une s'appelle Solène Madec et c'est l'ancienne responsable à la fois communication et stratégie de la Française des Jeux. Elle a notamment travaillé à la refondation du loto. Un autre HEC qui est Cédric Gauzy, qui est quelqu'un qui travaillait en conseil en stratégie. Et je les ai associés tous les deux parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut recomposer la cartographie des jeunes talents. Il faut leur donner envie de venir dans la communication. Je suis allé faire une conférence à HEC il y a quelques jours. Et notamment parce que je leur parle de cette façon de repenser le rôle de l'économie, et notamment avec l'économie de l'immatériel, l'extraordinaire chance que donne pour les jeunes talents la communication, à condition de bien faire ce métier, de pas le faire en aval des problématiques, mais bien en amont des problématiques. Et écoutez, je vais pas dire que l'affaire est gagnée, mais
Je crois vraiment qu'un projet comme Babel peut attirer des nouveaux talents. En tout cas, si on fait rien dans notre métier pour donner envie aux talents d'être au cœur de la dynamique économique et de la mutation économique, si on continue d'être en aval et de subir d'une certaine manière une érosion à la fois des moyens mis en œuvre par les clients et de notre propre position dans les systèmes de décision, si on accepte ça, on n'aura plus personne. Donc moi, j'inscris très clairement Babel dans une sorte de rupture par rapport à ça, et je propose à travers Babel un projet qui est un projet de remise au centre de la communication au service de nos clients, pour aider nos clients à conquérir des positions chez eux, dans leur structure, hein, et puis pour proposer aux jeunes talents de retrouver un rôle intéressant dans l'organisation des entreprises clientes. Voilà. Et ça, est-ce que ça dessine un nouveau schéma d'agence? C'est-à-dire, c'est structuré comment, Babel, en termes d'organisation interne? Alors, c'est structuré, écoutez, on a tombé une organisation qui nous est parue un peu comme une évidence, qui n'est pas née des organisations antérieures, qui est née de la vision qu'on a de la com du XXIe siècle, qui est assez simple, au centre des directeurs de programme. La direction de programme, là aussi, je fais référence à la communication transformative, c'est l'idée de ce consultant un peu 360 qui est capable de penser la façon dont la marque va être gérée dans le temps, qui est capable de superviser la gestion opérationnelle, tout métier confondu. Des consultants stratèges qui vont venir soutenir ces directeurs de programme sur le terrain, soit des stratégies de marque, soit des stratégies d'engagement, soit des stratégies consommateurs, et notamment à partir de la user intelligence. Et puis ensuite, tous les métiers qui sont intégrés avec les grands métiers du marketing relationnel, marketing opérationnel, digital, CRM, web, data, tous les métiers du corporate classique, la gestion des contenus, l'event, et puis j'en oublie, le design évidemment, l'innovation dont je vous avais parlé tout à l'heure, et les métiers des PR avec à la fois les PR de type influence et le social media très fort dans l'agence. Tous ces métiers fonctionnent autour d'un centre, et comme il n'y a qu'une comptabilité client, qui est la seule ligne d'un client, c'est la ligne globale, et que tout le monde n'est intéressé qu'au fonctionnement global, et ben j'espère que les clients vont avoir une impression qui est rarement atteinte de sans couture, sans obstacle, et d'une intégration véritable. Et sur la structure du capital, qui détient Babel et comment c'est, en gros, c'est partagé? J'ai eu la chance de rencontrer des banquiers qui m'ont accompagné. Je dis la chance parce que dans le contexte c'est pas évident. J'ai obtenu donc une vraie confiance de banquiers du groupe BPCE qui me permettent aujourd'hui d'avoir un petit peu plus que la majorité du capital. Et les anciens actionnaires de ministère ont apporté leur société pour constituer un actionnariat qui donc est minoritaire mais qui est assez important. Et puis on a des associés nouveaux qui vont bénéficier d'un plan d'action gratuite et qui permettra progressivement de les faire monter dans le capital. Voilà, c'est une logique d'association, j'espère de vrai respect des individus, d'accompagnement aussi des associés. Moi, je suis passé à un stade un peu bizarre où j'ai plus envie d'être accompagné et soutenu que de me lancer dans des conflits internes avec des gens qui ont des égos surdimensionnés. Donc vous voyez bien que le passage hors d'Havas me permet de vivre plus tranquille. Pourquoi il y a eu de la douleur de ce côté-là? Écoutez, Havas, ça n'a jamais été un endroit totalement pacifique, et il y a tellement de talent chez Havas que c'est normal que ça soit compliqué d'y vivre, mais d'une certaine manière, je suis très content d'être passé à autre chose. Est-ce que premier client, première réalisation, c'est prématuré ou pas Pour l'instant, je suis en train déjà d'écouter et de faire des propositions à tous les clients existants de l'agence. Je suis moi-même accompagné par quelques clients qui me font l'honneur de me suivre. Nous sommes en compétition sur plusieurs sujets dont je n'ai pas encore les résultats. Ce que je peux dire, c'est que Babel fait partie des entreprises qu'on a assez naturellement envie de mettre dans une compétition aujourd'hui, qu'il faut qu'on ne déçoive pas dans notre capacité d'être innovant, nouveau, différent. Et là, j'aurais tendance à dire, c'est les mois prochains qui diront si on a tenu nos promesses. Moi, je suis très modeste aujourd'hui, parce que ce que je cherche à faire, c'est à faire une entreprise, une grande entreprise de la communication. Je ne cherche pas à faire un coup, je ne suis pas là pour faire quelque chose dans les 3 ans.
La modestie n'empêche pas l'ambition, parce que c'est quand même un projet. Eh bien, écoutez, vous m'enlevez les mots de la bouche. J'aurais tendance à dire, je suis modeste parce que pour l'instant, je veux faire la démonstration qu'on est capable de faire vraiment au niveau que j'espère, un niveau évidemment premium. Et si les preuves commencent à tomber, ben, on pourra se permettre de révéler notre ambition, voilà, qui est grande. En termes d'objectifs, sur première année d'exercice, c'est de quel ordre? J'ai donné des chiffres, en fait. J'ai été assez modeste dans les chiffres parce que je pense qu'on va plutôt tourner aux alentours de 20 millions sur la première année. Et aujourd'hui, si on fait la somme des choses, on est plutôt vers 18,5, mais donc on va sans doute terminer à 20 millions l'année prochaine. Et puis après, ben, écoutez, on verra ce que ça donne. Ouais, Babel, c'est un projet de croissance, évidemment. C'est pas un projet d'autre chose que de croissance, puisque le but du jeu, c'est de faire venir des talents, d'étoffer les offres, de se développer sur des métiers que je considère très importants. Je vous en donnerai qu'un, mais la gestion de la data me paraît être un problème majeur aujourd'hui. Et donc, je veux absolument intégrer ça. La gestion des médias et la relation avec les médias me paraît très importante. Donc, je suis en train de réfléchir à une façon d'intégrer un vrai savoir-faire en matière de stratégie média. Donc, au fur et à mesure, je ferai venir des talents et au fur et à mesure que les clients voudront bien nous faire confiance, eh bien, on pourra augmenter notre taille. Est-ce que ça vous laisse le temps de continuer à présider la commission valeur de la ACC ou bien il faut passer la main? Alors, pas du tout. J'ai très envie de continuer à la ACC. Je continue à la présidence de l'Observatoire de l'immatériel. Je vais sans doute pas écrire de livre dans les 2-3 prochaines années. ça, c'est une vraie obligation en termes de temps. C'est que je peux pas tout faire. Donc là, je vais essayer d'approfondir ma connaissance du terrain. Et puis on verra pour les bouquins dans 2-3 ans. Si Babel va très bien dans 2-3 ans, je vous promets un nouveau livre. D'accord. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous l'attendiez, mais c'est pour moi, ça aurait été un plaisir de faire 2 livres déjà. Petit exercice de style lié à l'actualité. Aujourd'hui, là, si PSA, Peugeot Citroën, vient vous voir, qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, d'abord, moi j'ai fait partie des gens qui ont fait des commentaires un peu durs sur Peugeot il y a quelques mois et qui n'ont pas envie aujourd'hui de participer au cœur des pleureuses. Ce qui est sûr, et je répète ce que j'ai dit avant la crise, c'est que Peugeot, l'exemple de Peugeot montre que le management des actifs immatériels est devenu une question clé dans la survie des systèmes industriels. On ne peut pas avoir un système industriel et créer de la valeur sans avoir des actifs immatériels qui sont particulièrement bien traités, mis en valeur. C'est quoi les actifs immatériels? Les savoir-faire, le design, la culture de l'entreprise et évidemment la marque. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un échec de l'industrie française en général par rapport à l'industrie allemande dans cette capacité de protéger les actifs immatériels fondamentaux. La différence essentielle, elle ne se fait pas, et ça a été beaucoup dit dans les différences de salaire, elle se fait dans la capacité de proposer des produits qui créent de la valeur. Et puisque je vais vous donner un exemple, avant la crise, le PER, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur du bénéfice qui permet d'obtenir le résultat de la valeur de l'entreprise, de Peugeot était inférieur de moitié à celui de BMW. Ça prouve bien qu'à un moment donné, l'actif immatériel, qui est la réputation de l'entreprise et sa marque, a une valeur immédiate que vous retrouvez dans la valorisation. Et du coup, vous la retrouvez aussi dans le premium price que vous êtes prêt à payer quand vous achetez une BMW par rapport à une Peugeot. Quand vous achetez une BM, vous donnez 15 000 € à BM. Quand vous achetez une Peugeot, vous donnez moins de 5 000 € à Peugeot. Alors, ces différences-là, elles amènent à interroger notre système industriel dans son ensemble. Et une fois encore, je ne pensais pas utile d'accuser plus Peugeot que qui que ce soit, parce qu'on pourrait parler de Lojabi et de n'importe quel industriel qui est tombé dans ces dernières semaines ou qui tombera dans les mois qui viennent, parce qu'il y en aura malheureusement d'autres. La situation, c'est que on ne sait pas gérer en France les formes nouvelles de valeur. Et c'est tout l'enjeu de notre industrie, de notre économie et du pouvoir politique, c'est de comprendre qu'il faut investir les champs de l'immatériel pour arriver à retrouver une légitimité à la valeur. Sinon, il n'y a rien. Moi, si vous me dites qu'un écran vaut 1000 et qu'un autre écran vaut 600, ben, a priori, logiquement, si je sais que l'origine de ces deux écrans est la même et que techniquement c'est exactement pareil, il faut vraiment que vous me donniez une raison irrationnelle pour aller acheter celui à 1000 €. Eh bien, cet exemple de base, que je prends volontairement dans un domaine qui ne présente pas un grand intérêt, qui est l'électroménager brun, eh bien, évidemment, c'est un exemple qui nous amène à réfléchir. C'est que tous les jours, nous prenons des décisions d'aller vers les prix les moins chers, donc vers des systèmes qui sont désintermédiés et dans lesquels il n'y a plus d'investissement en marketing et dans lesquels l'essentiel du temps passé
Français a été passé en Inde, en Chine ou au Brésil. Eh bien, si on ne comprend pas qu'il faut se dresser face à cette économie qui est en train de monter contre nous, qui est une économie de la fonctionnalité, de la matérialité, pour créer un édifice qui est celui d'une économie de l'immatériel, dans lequel la valeur vient des représentations, de l'idée qu'on se fait, des valeurs qu'on défend, eh bien, si on ne fait pas ça, et on aura une économie qui finira par être nostalgique, tourisme, économie de proximité, et nos larmes pour pleurer. Voilà, ça c'est la réalité de la situation de l'économie française aujourd'hui. Pour finir, Babel, équipage au complet ou il y a encore peut-être des compétences à intégrer? Non, des compétences à intégrer tous les jours, au rythme raisonnable du bon chef d'entreprise que je suis en train de devenir. C'est-à-dire que je regarde les comptes de fin d'année et les comptes prévisionnels et que je limite quand même les recrutements à ce qui est absolument indispensable pour commencer. Mais j'ai très envie de faire venir des talents de toutes parts, y compris du dehors de la communication. Et je suis en train de réfléchir au fait de créer une communauté autour de Babel pour élargir la capacité de travailler avec des talents dans d'autres domaines. Moi, je ne sais pas si vous êtes frappé par ça, mais puisque vous travaillez dans le domaine de la communication, et tous les gens qui nous regardent sans doute aussi sont dans ce cas, c'est qu'aujourd'hui, les talents qu'il y a dans la production télé, dans les clips vidéo que vous voyez, dans les écoles d'art en province, quand on va voir une exposition, les jeunes designers, les gens qui sont en train d'inventer des choses. Il faut reconnaître que la publicité aujourd'hui est plus le centre de la créativité comme elle l'était dans les années 70-80 et qu'aujourd'hui, on a intérêt à s'ouvrir. Et là, je vous parle pas de crowdsourcing, qui est une méthode dont je suis pas sûr qu'elle aboutisse à une continuité dans le traitement des marques, mais je vous parle au moins d'une ouverture d'esprit et d'un respect des talents venus de l'extérieur qui viendraient pour nourrir, apporter leur savoir-faire, parfois apporter leur regard à des marques qui ont besoin aujourd'hui de nouveautés, d'innovation. Et on peut pas être dans un système dans lequel on fait 100 fois le même film, quelle que soit la marque qui signe, 100 fois la même idée publicitaire qui a été vue et revue. Je trouve qu'on est en train de s'épuiser à ne pas être ouvert. Et ça aussi, c'est une promesse que j'aimerais tenir avec Babel. Mais ça en fait beaucoup, donc il faut que je fasse attention, parce que mon programme étant plein de promesses, il faut que je les tienne et je vous donne rendez-vous au moment où je les aurai toutes tenues. Voilà. Très bien. Laurent Habib, je vous remercie. Merci.